Merci d'être avec nous pour cette nouvelle table ronde. La thématique donc de la chaîne de sous-traitants jusqu'au donneur d'ordre, les objets connectés changent la face de l'industrie, une thématique vraiment très tendance que nous allons développer maintenant avec nos intervenants, un super plateau. Aujourd'hui, bonjour Bruno Fernandez. Bonjour, vous êtes Consultative Sales Executive chez IBM Watson IoT Analytics et Cognitive Solutions. Donc on va parler beaucoup de Watson tout à l'heure, qui est vraiment un des programmes phares d'IBM. Tout à fait, oui. Voilà, vous confirmez. Henri Pilot, bonjour. Bonjour. Vous êtes CTO chez Deloitte Digital, donc dans le grand cabinet Deloitte que tout le monde connaît. Voilà, premier acteur mondial. Voilà. Et de l'audit. Bonjour Jean-Christophe Lecosse, vous êtes directeur général du CNRFID. Tout à fait, bonjour. Bonjour, on va commencer avec vous dans quelques instants. Et Antonin Goutte, bonjour. Vous êtes ingénieur responsable produit spécialisé sur les systèmes embarqués chez National Instruments. Vous allez nous donner votre témoignage et votre expérience client dans quelques instants. On commence avec vous, Jean-Christophe Lecosse. Donc on parle aujourd'hui énormément de tout ce qui est IoT. On va avoir des objets connectés, on parle à chaque fois de plein de chiffres, voilà, il y en a 20 milliards, 30 milliards qui arrivent, on ne sait pas tout ça. Vous, alors, à l'échelle nationale d'un centre comme ça d'observation, et vous êtes vraiment en prise directe avec le marché puisque vous avez les technologies, vous observez ces technologies. Quel est votre regard aujourd'hui panoramique sur déjà le parc existant d'objets connectés et puis ce vers quoi on va ? Alors les enjeux, nous, on s'est positionné principalement sur les objets connectés B2B, les objets connectés industriels, parce qu'on entend beaucoup parler des objets connectés plutôt grand public depuis un certain nombre d'années, sur lesquels on a une vision beaucoup plus limitée et où notre approche est la suivante. L'objet connecté grand public, on le voit plus sous un aspect futile gadget, même s'il n'y a pas d'apport trop négatif dans cette approche-là, mais avec des modèles économiques très surprenants qu'on ne serait pas capable de construire dans notre vision. Et par contre, dans la partie industrie, on pense qu'il y a un enjeu, et les dernières années le démontrent, très important, même si l'objet connecté, je ne me risquerai pas à en faire une définition, mais ils existent depuis longtemps dans l'industrie, mais tels qu'on les imagine aujourd'hui, avec la capacité d'échanger un très grand nombre de données, d'analyser des paramètres avoisinants, des capteurs, des systèmes de transfert de données. Donc au-delà de cette définition, nous on accompagne un grand nombre d'industriels pour comprendre les enjeux et les modifications de nos processus industriels. On a d'ailleurs un programme avec l'aéronautique assez important qui est financé par l'État avec Airbus Hélicoptère, avec Turbomeca, Safran et des PME. Et dans ce cadre-là, pendant 3 ans, on met en place des proof of concept sur 8 thématiques identifiées et sur 5 familles d'objets. Donc ça va être à la fois les assets, les outils, les éléments embarqués avec des perturbations électromagnétiques, les éléments de production et le dernier sont sur les matières premières. Donc là, on est vraiment dans du concret aussi pour aller mettre en place des projets où les expressions de besoins sont faites par les utilisateurs de l'aéronautique et où les PME ou grands groupes aussi vont aller identifier les solutions correspondantes à ces besoins. Donc il y a un grand nombre de briques technologiques qui existent aujourd'hui, donc toute la partie transfert de données, avec toutes les technos, que ce soit de la RFID, vu qu'on vient, nous, de ce monde-là et on évolue vers l'objet connecté de plus en plus. On a une expertise très forte sur les technologies RFID, une expertise plus générique sur des technos comme Sigfox, LoRa, Zigbee, Wi-Fi, Li-Fi, Bluetooth Low Energy, je pourrais en citer un grand nombre. Donc ça, c'est une des briques de transfert de ces technologies, étant capable de donner l'autonomie à l'objet. Et ensuite, il y a toutes les compétences que vous illustrez certainement en grande partie, et d'autres acteurs autour de la table aussi, sur la capture de ces paramètres-là avec des capteurs de température, de mouvement, de choc, d'humidité, de luminosité, qui vont permettre d'alimenter et de faire évoluer la chaîne de production, l'amélioration de la maintenance, l'amélioration de la supply chain. Donc c'est là où il y a des enjeux majeurs. Donc nous, on accompagne à la fois tous les offreurs de solutions qui maîtrisent ces briques-là, de ST Microélectronique jusqu'à Orange, IBM, Deloitte également, dans cette vision et leur rôle sur toute cette chaîne de valeur. Et principalement dans cette partie offreur, c'est 70% de PME en revanche, qui ont eux une partie hard, une partie soft. Et après, côté utilisateur, on a des adhérents comme Airbus, Carrefour, Renault, Louboutin, Disney, Total, RTE,
où on analyse ces processus. Et alors nous, on est de manière très chirurgicale par rapport à ce que vous feriez. On n'a pas la prétention d'aller, je vous laisserai en parler, mais imaginer la transformation numérique au sein d'une entreprise comme celle-ci, ou aller vraiment réfléchir sur les enjeux du numérique. On est vraiment sur un processus, une modification d'un process, la transformation d'un objet vers un objet connecté et la capacité à rédiger le cahier des charges sur une expression de besoin déjà bien identifiée. Et puis aussi certainement de fédérer toutes ces forces-là, de les agréger, parce qu'on voit que c'est important de développer les technologies de façon mature dès le départ. Complètement. Alors un des autres rôles qui est en lien avec ça, c'est qu'on travaille depuis notre création depuis 8 ans sur la partie standard et normes. Donc on a plusieurs présidences au niveau de l'ISO, du CEN, de l'ETSI, de groupes normatifs. On est président au niveau de la Commission européenne de tout ce qui est lié à l'impact sur la vie privée, donc une recommandation qui a été mise en place depuis 4 ans, qui s'est transformée en réglementation depuis avril dernier. Et donc c'est nous qui avons travaillé sur ce sujet-là. On est expert au niveau de la CNIL sur l'évolution de cette réglementation européenne. Donc l'idée, c'est aussi d'aller anticiper les risques qu'il peut y avoir et faire en sorte que les solutions qui soient mises en place soient en respect de l'impact sur la vie privée. Là, c'est vrai que l'impact est plus loin à partir du moment où on parle du B2B. Plus on sera vers le B2C, plus l'impact sera fort. Plus on est sur du B2B et de l'impact industriel ou du processus industriel, plus le risque s'affaiblit. Antonin Goud, prolongeons avec, par exemple, puisqu'on est sur les différentes technologies, les standards, est-ce que dans les objets connectés aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on a le RFID, on a plusieurs technologies, plusieurs protocoles, on va dire, de connexion. Est-ce que c'est pour le métier une diversité intéressante, ou est-ce qu'au contraire, c'est des fois un peu un casse-tête où on a des objets qui vont être connectés avec différents systèmes? Justement, je pense que si on prend la base de l'industrie du futur, en tout cas de l'Internet industriel, pardon, voilà, l'Internet industriel des objets, parce qu'on parle d'industriel ici, le cœur, c'est vraiment l'interconnexion de ces systèmes, l'interopérabilité et la capacité de dialoguer entre un système A et un système B. Et à mon sens, c'est vraiment le cœur, la problématique première de cette nouvelle thématique qui apparaît, à savoir comment faire en sorte que ces éléments puissent dialoguer entre eux. Et en effet, on voit aujourd'hui une réelle prolifération de protocoles de communication, on en parlait à l'instant, que ce soit du sans-fil ou du filaire, et il y a un réel besoin de pouvoir parler le même langage. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on voit fleurir un très grand nombre de consortiums, d'associations ou d'organismes de standardisation et de normalisation pour pouvoir faire en sorte que tous ces équipements, alors que ce soit un objet connecté grand public intégré dans l'industrie ou des systèmes embarqués plus robustes, plus durcis, tous ces systèmes vont avoir besoin de parler le même langage. Aujourd'hui, c'est compliqué. On n'est pas encore capable de faire en sorte que tous ces systèmes soient capables de dialoguer entre eux. Je parlais d'organismes de standardisation. C'est entre autres l'un des points sur lesquels National Instruments intervient ces derniers temps, à savoir pouvoir fournir une base commune pour que les différents industriels puissent proposer leurs systèmes et faire en sorte que ces systèmes dialoguent entre eux. Donc en effet, c'est le cœur du problème aujourd'hui. On parle d'interconnexion de systèmes, comment faire en sorte que ces systèmes puissent dialoguer tous ensemble. Parce que je le rappelle, vous avez 35 000 clients à peu près Oui, chez National Instruments, donc vous avez vraiment des catégories de produits ultra différentes. Enfin, exact, en fait, vous avez un panel d'une variété énorme, quoi. On a 35 000 clients différents à travers le monde, donc 35 000 sociétés qui vont représenter un panel d'utilisateurs très très vaste, que ce soit dans l'énergie, dans l'aéronautique, le transport ferroviaire, etc. Et donc forcément, tous ces gens-là vont avoir des méthodes, des façons de travailler différentes, mais surtout vont eux aussi travailler avec des fournisseurs différents. Et donc d'où l'enjeu qui est à venir, à savoir proposer des bases communes. Et ce n'est pas un travail que National Instruments peut faire tout seul, on le fait avec d'autres sociétés, proposer des bases communes pour que l'ensemble de ces sous-systèmes puissent dialoguer les uns avec les autres. Justement, on va rebondir avec peut-être votre mission, Henri Pideau, dans l'accompagnement des groupes que vous pouvez faire, dans le conseil stratégique. Est-ce que vous intégrez cette dimension de standards, de protocoles quel est votre regard sur cette matrice technologique ?
Alors nous, chaque année, on fait une grande étude mondiale sur l'évolution des technologies, ce qu'on appelle les tech trends. Et ces dernières années a émergé, en fin de compte, tout ce qui tourne autour de l'usine 4.0 et en particulier les IoT. Chaque année, on annonce des chiffres, chaque année, on se trompe parce que ces chiffres sont au-dessus. Donc, c'est certainement un enjeu très important pour les grands industriels de prendre en considération les IoT. Aujourd'hui, ce que l'on voit, et pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier, c'est qu'en fin de compte, on a un certain alignement des planètes. D'une part, les capteurs ont baissé de 90% en termes de coût en moins de 15 ans, grâce d'ailleurs aux smartphones, hein, qui sont des vecteurs de baisse de coût de ces capteurs. Ensuite, on a une capacité à communiquer entre ces capteurs et le monde cloud, ou en tout cas des centres de calcul, et on en parlera tout à l'heure, j'imagine avec IBM. Et ensuite, la capacité au niveau des centres de calcul à créer encore plus de valeur avec l'information que l'on a collectée. Donc ces sujets de connexion, d'interopérabilité sont au cœur, je dirais, de la création de valeur de la chaîne de bout en bout. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque étape de cette chaîne, on peut y mettre quelque part de l'intelligence. Et on voit émerger cette notion de données chaudes, de données froides. La donnée chaude, c'est celle qui est au plus près du capteur. La donnée froide, c'est celle qui est poussée dans des centres de calcul, ou dans le cloud ou autre. Et d'ailleurs, en France, on a un potentiel incroyable parce qu'en fin de compte, on a des laboratoires de recherche qui sont très forts en physique, dans la connaissance intime du capteur, la connaissance intime de la physique. Là-dessus, on a des centres de recherche très pointus et aussi on a des mathématiciens qui sont capables d'avoir des capacités à mettre des algorithmes très puissants dans le traitement de l'information. Donc voilà, la France a vraiment des atouts dans ce domaine-là et probablement que les acteurs qui vont vraiment émerger, ce sont ceux qui sont capables finalement de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis le capteur jusqu'à son traitement central. Jusqu'au traitement des données. On parle des atouts de la France justement au niveau de l'analyse et du traitement des données. C'est le cœur disons que c'est la matrice de Watson. L'intelligence cognitive, c'est de rassembler le maximum de données, de la traiter instantanément et d'être un outil d'aide à la décision formidable qui va pouvoir influer sur de nombreux secteurs. Est-ce que c'est un petit peu le cadre ? Alors effectivement, je vais vous parler de ça. Et pour rebondir par rapport à ce qui était dit, c'est vrai qu'on voit la création de données dans l'industrie comme étant ce qui va le plus exploser aujourd'hui sur la planète. Donc on aura les véhicules, je crois que vous en avez parlé avant, mais au niveau des entreprises, des industries, des machines, ça va exploser. Donc on est potentiellement assis sur une mine d'or. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que souhaitent faire nos clients? Qu'est-ce que nos clients aimeraient faire et à quoi ça va leur servir? C'est ça qui est important. La première chose que l'on voit, c'est le traitement, comme ça vient d'être dit, de ces données pour pouvoir améliorer un procédé. Éviter qu'une machine tombe en panne, éviter d'avoir de la mauvaise qualité, augmenter les cadences. Comment je peux exploiter ces données pour mieux comprendre un phénomène que j'ai du mal à comprendre? La deuxième axe que l'on voit chez nos clients, c'est d'être capable d'utiliser ces données pour proposer de nouveaux services à leurs clients. Donc ces données-là, elles sont structurées, analysées et donc ensuite digérées et reformulées vis-à-vis de leurs clients finaux. La troisième dimension que l'on voit de manière systématique chez nos clients, c'est l'exploitation de ces données pour pouvoir transformer complètement une industrie. Et donc, on a tous entendu parler d'Uber, on va ubériser, etc. C'est véritablement une réalité aujourd'hui, particulièrement dans l'industrie qui, il faut le rappeler, a été pendant très longtemps très peu d'investissement, on va dire, IT ou informatique dans les usines. Donc, l'exemple d'industrie 4.0 est quelque chose de fondamental pour réindustrialiser nos pays. Et donc, c'est une change parce que c'est une révolution. Et la quatrième chose que l'on voit sur le marché, notamment entre des fournisseurs et des grands clients, c'est utiliser les objets connectés pour pouvoir envoyer de l'information. Notamment, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont entendu parler de blockchain. C'est véritablement une
potentiellement une révolution sur les transactions que peut faire un donneur d'ordre avec ses fournisseurs, savoir par exemple envoyer des enregistrements qualité sur des pièces directement dans une blockchain et que le client puisse avoir accès à ces informations qui ne vont jamais disparaître. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'élément assez important de toujours essayer d'avoir un objectif. Ensuite, vous avez parlé effectivement de Watson. Watson, c'est une marque chez IBM, clairement, puisqu'on a une organisation qui s'appelle Watson IoT avec une plateforme, la maintenance, etc. Mais aujourd'hui, on aborde aussi la capacité de traiter de l'information non structurée, enfin, je veux dire au format non structuré. Et je crois que c'est ça que vous me demandiez. Quand on parle aujourd'hui de capteurs, on va récupérer des données qui sont structurées, qu'on pourrait mettre dans des lignes et des colonnes. Il y a beaucoup d'informations, on estime à peu près à 80% des informations qui sont à format non structuré, c'est-à-dire elles sont décrites par des opérateurs qui font un jugement particulier sur un contrôle qualité ou une intervention de maintenance, etc. Et on va essayer d'analyser toutes ces informations pour pouvoir faire en sorte que quand on intervient sur le terrain, on puisse traiter ce problème-là. Donc je vais prendre mon smartphone, je suis un opérateur, je vais aller devant une machine, je vais prendre en photo la machine, il y a des capteurs, il y a des voyants, et Watson va vous aider à résoudre ce problème-là en analysant tous les événements qui sont passés, qui sont relativement similaires. Donc bien entendu, ça nécessite d'avoir de la puissance de calcul et en fait d'utiliser le cloud pour pouvoir avoir une flexibilité sur ces modes de calcul. Mais je pourrais vous en dire plus un peu plus tard. Tout à fait. On évoque très rapidement la blockchain. Ça fait partie de l'étude que vous avez menée. Oui, tout à fait. C'est des technologies qui émergent, qui maintenant, ça a émergé et avec, je ne sais pas si vous connaissez Bitcoin. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une technologie sûr. qui s'appuie sur blockchain. Oui. Et blockchain fait partie des technologies qui émergent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, plus particulièrement dans les banques et assurances, puisqu'ils se disent que finalement, ça peut, entre guillemets, ubériser leur métier. Bon, personnellement, je pense qu'il y a encore du temps avant d'être ubérisé. Mais blockchain fait partie de ces technologies qui émergent. Il faudra quand même répondre à un certain nombre de questions qui restent encore en suspens, à savoir la capacité de stockage, la capacité de traitement, parce que c'est très consommateur en place et en consommation de traitement pour assurer la sécurité. Exactement. C'est la blockchain, hein, donc on est d'accord, c'est tous ces petits blocs où on va agréger de l'information sécurisée et reconnue et validée et on ne pourra pas revenir en arrière, donc on va les agréger, ce qui va sécuriser la chaîne, on va dire, et qui va permettre de faire soit des transactions, soit des contrats un petit peu évolutifs. C'est cette notion de tiers de confiance qui n'est plus auprès d'un opérateur, mais qui est dans le système lui-même. Par le système lui-même. C'est le système qui pose la question après, c'est si j'ai un problème, vers qui je me retourne, si j'ai plus de tiers de confiance. Voilà, donc, mais ça, c'est des questions plus philosophiques. Tout à fait. Alors, là, c'était juste pour un petit peu aller sur le blockchain. On n'est pas forcément là-dedans dans l'IoT, on n'est pas forcément dans les objets. La blockchain, ça va plutôt être un concept technologique, virtuel, dématérialisé, on va dire. Pour revenir aux objets, quels sont, vous, dans le panel de clients, Antonin, quels sont les objets qui sont les plus, on va dire, les plus demandés, les plus prisés dans l'industrie aujourd'hui parmi vos clients? Est-ce qu'il y a des gammes qui sont vraiment Alors, je vais parler pour ce qui me concerne. En effet, il y a une recrudescence de l'utilisation d'automates programmables, ou en tout cas de technologies capables de contrôler des process et d'avoir ce qu'on appelle de la régulation en temps réel, être capable de prendre des décisions de manière complètement autonome. Et forcément, ces technologies qu'on voit depuis de très nombreuses années au niveau de nos usines, au niveau de nos machines de production, etc., sont vouées elles aussi à évoluer. Et j'aimerais bien pouvoir rebondir sur ce que disait mon collègue d'IBM tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, si on prenait un secteur qui était le plus concerné par l'utilisation de ces technologies, c'est le secteur de la maintenance. On a réellement aujourd'hui des technologies de l'Internet des objets ou de l'Internet industriel qui sont utilisées pour pouvoir anticiper des pannes, mieux comprendre le fonctionnement de nos machines. Et ça passe par cet alignement des planètes dont on parlait tout à l'heure, à savoir différentes parties, sous-parties, du capteur jusqu'à l'infrastructure réseau. Toute cette chaîne de valeur doit être capable d'évoluer elle aussi. Alors,
Ce qui est important de savoir, c'est que ces technologies ne sont pas forcément toutes nouvelles. On est dans l'obligation de faire dialoguer et de faire travailler ensemble des technologies éprouvées qui fonctionnent depuis une dizaine, une vingtaine d'années et qu'on ne souhaite pas remplacer, et des nouvelles technologies. Donc, typiquement, si je devais prendre quelques exemples, on a mis en place avec plusieurs sociétés aux États-Unis, des équivalents d'EDF, Duke Energy par exemple, des systèmes de maintenance prévisionnelle qui ont pour objectif d'anticiper et de mieux comprendre le fonctionnement de la machine. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le passé et dans les années précédentes, on avait la règle des 80-20. On en a parlé tout à l'heure. 80% du temps à passer sur la récupération de l'information, le déplacement et vérifier que la panne a lieu ou non. Et 20% sur le traitement a posteriori et la compréhension du problème qui pourrait avoir lieu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable d'inverser ces 80-20 et donc de passer 20% du temps sur du déplacement et de l'opération et 80% sur le métier, à savoir le traiteur de signaux. Ce qu'il veut, c'est pouvoir faire son traitement de signal, son analyse prédictive avec des outils analytiques qui viennent d'IBM, qui viennent d'autres sociétés, être capable d'anticiper ces pannes. Et donc là, on a réellement aujourd'hui, dans le cas de la maintenance, un métier qui aujourd'hui a complètement changé grâce à ces technologies. La maintenance, vous avez rajouté quelque chose? Oui, pour rebondir, oui. en fait, compte, aujourd'hui, la connaissance intime physique de l'appareil que l'on mesure est essentielle pour détecter des types de pannes. Et c'est là que se passe, entre guillemets, l'intelligence de l'IoT. Et ensuite, ça permet de détecter un certain nombre de fréquences et de pannes, et ensuite être remonté dans des centres de calcul avec des moteurs d'intelligence artificielle pour détecter des pannes avec des cycles beaucoup plus longs ou de variations de rendement de moteur, par exemple. Et c'est toute cette chaîne-là qui crée la valeur. Oui, Jean-Christophe. Oui, en complément, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette évolution. C'est aussi d'imaginer des objets qui n'étaient pas des objets connectés, qui le deviennent. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, à la fois dans les technologies, il y a des technologies qui existent depuis longtemps et qui permettent, en termes sur une chaîne de production, de récupérer un grand nombre de paramètres sur des robots, sur des opérations effectuées sur la chaîne, et ça existe depuis longtemps. Mais l'idée dans ce monde de l'Internet des objets, c'est d'aller imaginer un bac plastique, d'imaginer un outil ou un tournevis qui jusqu'à présent était relativement banalisé et qui, dans sa capacité à communiquer avec l'ensemble des opérations qui se font autour, vont énormément faire évoluer à la fois les opérations et des éléments de maintenance. Je prends deux exemples qu'on expose aussi nous sur cette partie-là. Justement un tournevis ou une armoire d'outils classique. Et l'autre, c'est une chaussure qui est présentée par une start-up qu'on a présentée ici. Donc sur les outils, on est un peu déjà dans cette révolution depuis 2 ans avec la RFID sur la capacité avec une armoire de pouvoir savoir en temps réel où est-ce qu'il se trouve, qui l'a pris, combien de temps on l'utilise, éventuellement s'il y a une maintenance à effectuer sur ces objets-là. Et ces armoires commencent à être installées dans un grand nombre d'industriels. Donc Air France en a mis en place, Dassault en a mis en place, Airbus également. Et permettent de réduire le parc d'outils, parce qu'à partir du moment où vous savez où est-ce qu'ils sont, les compagnons chez Dassault, au lieu de se dire, bah, tiens, peut-être dans 1 heure j'en aurai besoin, je le garde plutôt que d'aller le ranger, bah, ça évite que tous les compagnons aient un tournevis et qu'il y en ait un seul qui soit bien entretenu avec des conditions dans l'aéronautique sur les conditions de serrage. Donc c'est des tournevis qui sont parfois assez compliqués et assez coûteux. Donc réduire le parc, avoir une meilleure visibilité et aller plus loin aussi dans l'outil sur la capacité à faire l'adéquation entre l'opération qu'il a effectuée et la maintenance et le suivi de cette opération-là. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, vous parliez de maintenance, il y a aussi la sécurité. Et c'est cette chaussure qui est assez intéressante, qui va être capable de communiquer sur son positionnement sur un lieu en tridimension en cas d'incident sur un site chimique ou un site industriel, qui va être capable, en fonction du positionnement de la personne, couchée, debout, de communiquer également avec des nouvelles technologies de communication qui transmettent des données aujourd'hui à faible débit, avec des coûts de transfert de données beaucoup plus accessibles, d'imaginer qu'un plus grand nombre d'objets puissent communiquer. Aujourd'hui, c'est facile de communiquer sur une base d'un élément qui coûte déjà un certain coût. Alors le téléphone, évidemment, qui communique avec une carte SIM, et un certain nombre d'objets qui communiquaient aujourd'hui à partir du moment où leur valeur ou leur positionnement ou l'opération qu'ils ont effectuée pouvait permettre d'imaginer, lui permettre de communiquer, donc des coûts de transfert de données. Aujourd'hui, le véritable enjeu aussi, c'est ce qui a été un peu dit dans ces données-là, c'est d'imaginer qu'avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles fréquences, qu'on peut transmettre ces données-là sans forcément avoir une infrastructure d'installation
avec du Wi-Fi ou des capteurs, des lecteurs RFID active, Zigbee qui sont complexes et qui vont faire que l'installation est longue, coûteuse et difficile à amortir. Et là, vous affranchissez de toute l'infrastructure d'installation de lecture. Alors le GPS est le plus parlant, vous n'avez rien à installer, mais le coût d'un device c'est une centaine d'euros, donc ça ne se met pas sur un roll métallique qui en coûte 100 euros lui-même. Et ça, c'est un véritable enjeu et un potentiel. Un point que je voulais rajouter aussi sur les enjeux, on parlait de l'interopérabilité que je partage entièrement. Le véritable enjeu, nous auquel on croit, c'est la capacité à bien comprendre les usages. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on évoque nous-mêmes et qui on représente dans ces acteurs de la chaîne, beaucoup d'acteurs qui auraient un véritable potentiel d'usage ont peur de nos jargons, de nos discours, de ces briques qu'on évoque, qui sont des briques techniques, des briques applicatives. Et le véritable enjeu, c'est de comprendre de manière assez simplifiée et par la compréhension de certains scénarios qu'on va présenter. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé la partie ConnectWeb, ce centre d'expérimentation et d'usage, pour présenter des objets connectés qui fonctionnent. C'est bien de le rappeler, parce qu'il y en a beaucoup, on mélange un peu le PowerPoint, ce qu'on pourrait faire avec de la recherche. Donc ça fonctionne, ça tourne. Ça a une vraie valeur de retour sur investissement dans le marché dans lequel il est utilisé, donc un scénario qui est déroulé. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est transposable d'un métier à un autre. Et nous, comme on accompagne des marchés très différents, aussi bien la santé, le luxe, le loisir, l'aéronautique, qui sont des enjeux vraiment différents, il est intéressant de voir que finalement, il y a quand même des cross-fertilisations assez importantes. Et avec l'usage, on peut imaginer qu'un bac qui suit des poches de sang, avec un capteur de température, pourrait être très bien utilisé pour aller transporter des produits chimiques ou des produits fragiles ou des plantes avec de l'hygrométrie. Et on voit très bien ce qu'on peut imaginer faire demain. Et ça, je pense que l'enjeu majeur, c'est de pouvoir imaginer l'usage, pas seulement dans des grandes industries, pas seulement vers des grands groupes, mais beaucoup de PME qui auraient des petites opérations, une propre supply chain, une propre chaîne d'opération, dans laquelle l'objet connecté pourrait la transformer, la faire évoluer. Et qui deviendrait vraiment source de performance et avec vraiment, comme vous disiez, des usages, des choses qui marchent. Il faut juste passer le cap pour ces industriels de se dire, tiens, ça peut m'apporter de la performance supplémentaire et je vais m'y retrouver. Et ça marche dès aujourd'hui. Voilà, et en le voyant dans la manière, dans ce qu'il apporte, et pas dans ce qu'il est. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on fait ce tour-là avec des industriels qui viennent nous voir et qui se disent, l'objet connecté, j'en entends parler, je voudrais y aller, mais je ne sais pas pourquoi faire. Quand on leur présente ces applications-là, sans parler techno du tout, on peut passer 3 heures chez nous sans parler techno. Ces personnes qui au début auraient une réticence si on commençait à leur parler des dernières techno, RFID, etc., qu'on est capable de faire, c'est finalement au bout de 2 heures qu'ils disent mais comment ça marche ? Et là on se rend compte, et souvent même la plupart des acteurs qui sont offreurs de ces technos sont tellement passionnés par le techno qu'ils commencent par expliquer comment ça marche. Et ça n'intéresse pas l'utilisateur. Voilà. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'il en fait. Et seulement après, il s'intéresserait à comment ça marche. Et on voit que quand cette étape est faite, il y a une vulgarisation qui est intéressante et la capacité à vraiment plonger dans ce monde-là. Et l'enjeu, c'est ces industriels-là qui l'ont dans les mains. C'est ces PME qui doivent appréhender et comprendre les enjeux-là. Quelles que soient les compétences de Deloitte, d'IBM, de nous sur cette expertise-là, c'est eux qui vont monter en puissance et qui seront capables d'exprimer des besoins demain. Et qui vont développer le marché de ces objets. Parce et permettre l'interopérabilité, parce que l'interopérabilité va dépendre du nombre d'objets qu'il y a et de la nécessité de le mettre en œuvre et de l'utiliser. Absolument. On a évoqué donc cette technologie parce que le RFID, si on revient au début, c'est les petites puces qu'on a par exemple dans les bips de parking, dans les choses comme ça. Donc c'est au début, cette technologie, elle est même grand public, elle est simple, on la connaît. Mais maintenant, il faut passer un cap supérieur et puis amener cette techno sur des usages dont on n'a pas. Vous évoquiez les tournevis, les outils, de la localisation d'objets comme ça. Il faut ouvrir son esprit et accaparer cette technologie et l'implémenter pour des nouveaux usages finalement. Complètement. Et l'un des enjeux, c'est que pour la RFID, qui est à la fois simple quand on l'évoque comme ça, mais ce sont des technologies. Et la difficulté, c'est qu'on mélange, si vous parlez même 2 minutes sur la RFID, vous allez mélanger le tag actif, le tag passif, le tag qui coûte 6 centimes, le tag qui coûte 40 €, qui est couplage des capteurs de température, qu'il y a 100 mètres, qu'il y a 3 mètres, qui est sécurisé avec de l'NFC, qui marche avec son téléphone. Vous secouez tout ça, et si vous arrivez, l'industriel va dire je veux un tag à 6 centimes, qu'il y a 100 mètres avec mon téléphone, et qui a un capteur de température. Et c'est là où c'est compliqué. Donc,
faut d'abord qu'il exprime ses besoins et qu'après on laisse l'ensemble des experts, des compétences qui existent pour lui trouver les solutions adéquates avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui. Et la démarche peut-être dans les PME, c'est de montrer les outils qui sont à disposition, les possibilités qui sont à disposition, en leur disant quels sont vos besoins par rapport à tout ce qui est là. Après, on rentre dans une deuxième phase d'explication technologique. Je pense que c'est effectivement un point important et tous nos clients aujourd'hui ne mettent pas en doute la technologie. On a parlé de maintenance tout à l'heure. Donc chez IBM, nous avons une solution de maintenance qui s'appelle Maximo, qui est certainement bien connue puisqu'on a des dizaines de milliers de clients. Et on a aussi les technologies dont j'ai parlé tout à l'heure, à la fois la plateforme IoT, l'analytics, le cognitif, etc. Donc nos clients ne mettent pas en doute la technologie, elle existe, au moins chez nous, je ne vais pas parler pour mes confrères. Ce qui est important pour nos clients, c'est à quoi ça va me servir, où est mon problème. Est-ce que ça a du sens d'améliorer la productivité sur une chaîne de production qui est saturée, qui fonctionne très bien? On a plein de données, etc. Mais pourquoi faire? Donc aller chercher à chaque fois le problème à résoudre, l'avantage concurrentiel. Et donc pour ça, on travaille avec des partenaires ici présents, à la fois sur les sensors, mais aussi sur les cabinets de conseil, pour avoir une méthodologie, une démarche qui permet à nos clients d'aller identifier les zones de gain. Après, on trouvera potentiellement la solution possible ou pas. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, extrêmement important. On a parlé tout à l'heure de maintenance. C'est vrai que la maintenance assistée par ordinateur ou l'asset management qu'on utilise maintenant, c'est en fait des solutions logicielles, j'ai dit tout à l'heure, que nous avons chez IBM, qui sont un petit peu, on va dire, numériques et qui sont déconnectés du monde physique. Ce que vont nous apporter ces capteurs et l'IoT, de manière générale, c'est de relier les opérations qui vont se faire à des phénomènes physiques qui se passent. Mettre en place des modèles, par exemple, de prédiction de panne, qui parfois sont spectaculaires. On a un certain nombre de clients, je vais en citer quelques-uns. Un grand constructeur automobile allemand, Premium, a réduit de 80% ses défauts en l'espace de quelques semaines. Et les données étaient là, il y avait un problème et effectivement, ça a permis, en utilisant nos solutions, d'atteindre cet objectif. Donc, encore une fois, l'élément important, c'est bien identifier le problème, en cas d'usage ou use case, avec une méthodologie simple mais qui permet d'aller assez rapidement. Avoir des projets qui sont des projets relativement courts en termes de durée. Il ne s'agit pas de monter une cathédrale ou une usine à gaz. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose qui est aussi fondamentale, c'est d'être dans une logique assez pragmatique avec les clients et donc de ne pas se mettre dans des situations très compliquées. L'appétence que je vois, moi, aujourd'hui, chez les industriels, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. Il y a 5 ans, nous allions raconter ça d'un directeur d'une usine. Excusez-moi, je vais faire un petit aparté. Ils appelaient la sécurité pour qu'on mette dehors. Maintenant, c'est pas ça. Ils nous disent, venez. Moi, j'étais hier chez un grand constructeur automobile. On a passé une journée. Les ingénieurs de production, ils utilisaient nos outils d'analytics pour essayer de comprendre leurs procédés, savoir ce qui se passait. Voilà. Donc il y a une véritable appétence, de la méthodologie, la technologie est là. Bon, après le savoir-faire des uns des autres va nous permettre d'être successful. Exactement, et ce qu'on retient là de ce que vous dites, c'est qu'en fait, on est quasiment beaucoup sur du sur-mesure avec les IoT. On a des technologies qui sont assez variées, assez multiples, et c'est plutôt l'identification d'un besoin, de sa description, sa définition. C'est comme ça que vous le voyez quand vous êtes chez les clients. On va définir un besoin et là-dessus, on agrège les technos. On dit, tiens, cet objet-là, comme vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Christophe, on peut le rendre communicant et on va fabriquer des solutions un peu sur mesure en fonction des besoins des industriels. C'est cette tendance-là. Tout à fait. Il faut partir d'un use case, comme on dit en anglais, pour trouver des solutions. Il y a aussi également des normes qui évoluent. Des exemples de la norme du rendement des moteurs qui consomment plus en s'usant. Je vais faire simple. Et en fin de compte, il y a des normes européennes qui obligent en fin de compte à avoir un rendement meilleur sur les moteurs. Et typiquement, c'est très difficile de mesurer la baisse d'un rendement d'un moteur dans le temps. Et ça peut ne se faire que par des IoT qui sont capables de capter le rendement du moteur dans le temps et pouvoir détecter à quel moment il est intéressant de le remplacer versus le coût
de l'énergie sur laquelle qui va consommer en plus. Donc ça, c'est typiquement des use cases sur lesquels on regarde quels sont les acteurs qui sont présents et qui sont capables de répondre à ce type de questions. Et ça, c'est des questions d'industriels. Alors peut-être pas les PME, TPE, mais les gros industriels de la chimie ou autres sont intéressés par ce genre de use case. Oui, il y a un autre point vraiment important qu'on a peu abordé là sur l'enjeu de l'IoT et de l'objet connecté. L'industrie du futur, c'est pas seulement l'usine. L'industrie du futur, si je prends 3 exemples, je vais prendre un hélicoptère, un pneu et le bac plastique que j'évoquais tout à l'heure. C'est cette possibilité avec l'objet connecté de changer le modèle économique, on en a parlé un tout petit peu, et de passer du produit au service. Donc, quand on regarde l'usine, on parle de l'amélioration du processus de l'usine, à juste titre, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir déjà sur cette partie colossale de l'évolution de l'industrie du futur. Mais l'industrie, c'est aussi un industriel. Michelin est un industriel, Airbus Hélicoptère est un industriel. Et l'enjeu de pouvoir transformer son modèle économique du produit au service, c'est crucial, et c'est l'objet connecté qui le permet en grande partie. Aujourd'hui, Airbus Hélicoptère, et depuis déjà même pas mal d'années, je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas, je ne voudrais pas porter leur politique qui, à mon avis, je ne crois pas dire de bêtises, mais ils ne vendent plus, leur ambition c'est de ne plus vendre un hélicoptère, mais une heure de vol. Le Michelin, ce n'est plus vendre un pneu, mais un kilomètre parcouru. Et ça, ils le font depuis longtemps avec des hommes. Michelin, par exemple, ils avaient des prestations où ils avaient sur un logisticien ou un transporteur des hommes qui allaient vérifier la consommation, l'usure des pneus pour non plus vendre des pneus, mais permettre au camion de suivre ses kilomètres sans qu'il s'en occupe. L'objet connecté va permettre d'apporter un grand nombre d'informations. Aujourd'hui, vous savez combien votre voiture a fait de kilomètres, mais vous ne savez pas combien votre pneu a fait de kilomètres. Donc rajouter un capteur de mouvement qui va permettre de récupérer ça, c'est tout simplement possible aujourd'hui, c'est fait en partie aujourd'hui, et peut permettre d'aller encore plus loin à ceux qui ont déjà compris la transformation du produit au service, et de permettre à ceux qui le découvrent de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu aujourd'hui avec les moyens que peut avoir Michelin, d'une flotte de personnes et de types de contrats qu'ils peuvent avoir. L'exemple du bac plastique, vous êtes qui transporte des poches de sang pour des pharmaciens ou des hôpitaux, vous êtes fabricant plasturgiste avec 3 hommes et un moule, et vous vendez votre bac plastique à OCB ou je ne sais pas pour 15 €. Vous êtes concurrencé par les Chinois qui fait que si vous ne le vendez pas 12 €, demain vous êtes mort. Si ce bac, vous y injectez l'électronique qui fait qu'aujourd'hui votre solution, c'est plus de le vendre 15 € ni le vendre 50, ce que vous pourriez faire, mais le vendre 50 centimes par transport fait du laboratoire, du transporteur jusqu'à la pharmacie, et d'avoir un modèle en termes de service qui fait que vous deveniez leader mondial, ce sont les enjeux. J'ai pris un plasturgiste qui avait 3 personnes en interne qui vendaient des bacs plastiques. Ça, c'est l'illustration parfaite de ce que peut être l'objet connecté dans l'évolution des modèles économiques. Bravo, et là, la connexion intègre directement la matière. On a eu le cas avec le textile, on a parlé du textile, il y a 2 tables rondes, où également on va avoir maintenant des textiles connectés, intelligents. Alors on a une application, nous, une start-up qui a un fil aujourd'hui RFID qui se coud. C'est-à-dire qui vous pouvez se faire coud une bobine directement de fil, dans le textile. vous voyez même plus le tag, vous pouvez faire une bobine de 10 km avec du tag qui est dedans, qui fait qu'en termes de contrefaçon, en termes de certain nombre de services qu'on peut imaginer, vous faites des soldes, c'est plus forcément sur l'étiquette, enfin, on peut aller très loin si vous me lancez là-dessus. Mais voilà, oui. le tag a disparu et est dans le produit. Dans le produit, oui. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous dites, parce que je suis tout à fait aligné justement sur la transformation produit-service. Aujourd'hui, vous avez cité Airbus tout à l'heure. Bon, je ne vais pas parler à la place d'Airbus non plus, mais d'une manière générale, ce qu'on voit, et on peut prendre le cas d'Airbus, c'est que ce n'est pas simplement fournir un produit, mais c'est fournir en fait tout l'environnement qui permet d'exploiter le produit. Faire en sorte que ce produit, donc là en l'occurrence un avion, soit le plus efficace possible en termes de maintenance, en termes de diagnostic quand il y a des pannes, etc. Donc Airbus va dans cette dimension-là par un programme qui s'appelle Smarter Fleet, avec un partenariat avec IBM. Mais on a d'autres aussi exemples dans ce domaine-là. Et de concevoir un produit qui est parfois un système complexe, mais aussi tout le système autour, avec les capteurs, les solutions analytics de pilotage, etc. Ça devient effectivement à la fois, bon, c'est vrai, complexe, mais une attente des clients finaux. Donc je suis tout à fait aligné avec vous. C'est vraiment une tendance de fond dans l'industrie d'aller vers du produit, du service. Et quand on fournit du service, si ce service peut être packagé dans des logiciels, effectivement, c'est plus facile à délivrer.
Et si on va encore un peu plus loin sur ces enjeux-là, c'est que les services qu'on imagine aujourd'hui dans cette approche-là seront encore nouveaux demain grâce aux données que vous aurez. C'est-à-dire que plus vous aurez de données, aujourd'hui vous en avez un certain nombre et une expérience métier, et c'est tout l'enjeu de l'ubérisation, c'est que d'autres acteurs qui ne sont pas de votre métier avec des solutions permettront d'avoir plus de données que votre propre métier que vous maîtrisez depuis 50 ans. Donc l'un des enjeux avec ces objets-là, c'est de continuer à maîtriser votre propre métier de fabrication, de distribution de ces produits, en récupérant des données que d'autres seraient capables de récupérer si vous ne fassiez pas ce pas. Absolument. L'IoT comme un lien entre le produit et le service, comme vraiment un facteur d'accélération de cette bascule. On va, comme l'heure tourne, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des éclaircissements par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué sur scène? On vous laisse réfléchir un petit peu, préparer. Si vous avez une question, il y a Alix qui a son micro là-bas. Pour terminer, pas pour terminer, c'est vrai qu'on pourrait rester encore des heures à évoquer tout cela. Donc pour l'industrie aujourd'hui, la technologie est mature. Hein, il faut encourager très certainement les PME à étudier, à contacter aussi des gens, des organismes. On le voit, vous avez une mission presque d'évangélisation, d'asseoir les technologies. Est-ce qu'on est à l'heure aujourd'hui en termes d'IoT par rapport à l'Europe, par rapport aux autres concurrents? Vous disiez qu'on a des très bons atouts, notamment en termes d'intelligence artificielle. On est très bien placé. Hein. Facebook est venu installer son centre en France. Je vais vous répondre de la meilleure façon. Hein. Ok, génial. Vous connaissez IBM, c'est une grande maison, etc., oui, avec ses avantages, ses défauts. Mais la partie qu'on appelle Watson IoT, qui est une division chez IBM avec de l'analytics, du cognitif. Si on a un petit peu de temps, je parlerai un petit peu de ce que c'est que le cognitif. Mais vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez plein de vidéos sur IBM Watson. Ce que je voulais simplement dire, et ce qui est révélateur, c'est que notre centre mondial de cette business unit, hein, qui est une des quelques business units ou des divisions d'IBM, a été décidé que son siège mondial soit à Munich, en Europe. C'est qu'effectivement, d'un point de vue planétaire, je pense que notre organisation, mais certainement d'autres, se rend compte qu'il y a une appétence particulière de l'Europe dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ce qui a été lancé par les Allemands autour de l'industrie 4.0, l'industrie du futur en France, etc., c'est des vecteurs où il y a une appétence très forte de l'Europe. Et donc je pense que là, on n'est pas du tout en retard. Maintenant, il faut qu'on accélère pour distancer tout le monde, parce qu'on a d'autres qui se réveillent, notamment en Inde, en Chine. Et donc, c'est un facteur de compétitivité forte de nos entreprises, les PME, les grands groupes. Bon, très bien. Donc, on est quand même à l'heure. On le voit, je l'ai mis à l'écran, là, le IBM Global Watson IT Center in Munich, qui est déjà en action. Il est ouvert. Donc, récemment, c'était même en septembre, là, non? Ça a été ouvert en novembre, donc il y a peu de temps. Ouais, c'est ça. C'est un centre d'expérimentation. Il y a des labs. C'est ouvert à nos clients et nos partenaires, donc d'arriver avec un problème qui a été identifié, faire de l'expérimentation sur place, développer des prototypes. Encore une fois, on est vraiment très pragmatique, on met en place très rapidement, quand bien entendu ça a du sens et qu'on sait le solutionner, des prototypes qu'on va déployer ensuite majoritairement dans une dimension cloud, puisqu'on s'affranchit de toutes les infrastructures à mettre en place, etc. Donc là, on invite tous nos clients avec des expériences qui sont particulières et particulièrement innovantes. Si un certain nombre sont intéressés, ils viendront vous voir sur Sans problème, on peut discuter après sur l'espace networking qui est juste à côté, sachant que le cognitif, c'est vraiment peut-être l'étape suivante, on va dire, de l'IoT. Ça va être une analyse de données, comme vous disiez tout à l'heure, désordonnée, de l'aide à la décision, mais très poussée. Je vais vous donner un exemple que tout le monde va comprendre. Un autre challenge fondamental de notre société, c'est la santé. Oui, bien sûr. La santé, on veut tous vivre plus longtemps. Il y a des traitements de plus en plus sophistiqués, mais de plus en plus chers. Comment faire en sorte que la santé puisse être accessible à tout le monde? Comment faire en sorte que vous ayez un bon diagnostic rapidement? Avec IBM Watson, qui est la première implémentation de Watson, dans le domaine de la santé, c'est faire en sorte de pouvoir diagnostiquer, non pas, votre médecin ne va pas diagnostiquer par rapport à son savoir, mais va exploiter l'ensemble des diagnostics qui ont été faits et va aider votre praticien à trouver le bon diagnostic. Donc ça, c'est dans le domaine de la santé. On l'a décliné dans le domaine de
la finance, et aussi maintenant dans le domaine de l'industrie, où, grosso modo, vous avez un véhicule qui ne fonctionne pas, vous allez voir votre garage, vous dites oui, quand je tourne à droite, ça vibre, votre garage, il va dire ouais, mais c'est normal, parce qu'il ne saura pas le résoudre, il n'y a pas de capteur. Par contre, cette information peut-être a déjà été enregistrée quelque part ailleurs, et le problème a été trouvé, c'est une fixation qui est mal faite, et accéder grâce à Watson à cette information permettre à votre garagiste de le réparer, et pas de vous dire non, non, mais c'est normal. Très bien. Donc ça, c'est des exemples qui parlent à tout le monde. Henri Billot, oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à notre devoir en tant qu'industriel. On a un devoir d'évangélisation, bien sûr, mais à mon sens aussi un devoir de démystification. Oui. Si je prends notre exemple, parce qu'on on a une usine, on fournit des solutions, mais on n'a pas changé toute notre portfolio de produits parce que l'IoT est arrivé. Les produits que nous utilisons aujourd'hui ont été créés il y a une quinzaine d'années. Bien sûr, ils évoluent. La loi de Moore fait son travail. Donc on a de plus en plus de performances, de possibilités associées aux produits. Mais je pense que ce devoir de démystification est très important et il fait partie du travail que l'industriel, le client final et l'intégrateur doit pouvoir apporter. Non, il ne faut pas tout changer. Non, on n'a pas un devoir de tout remplacer, mais de pouvoir faire fonctionner des technologies éprouvées et nouvelles. Je pense que c'est très important de le souligner. Comme vous dites, on est plus dans un accompagnement, dans une mutation lente quelque part, avec de l'intégration progressive de technologies dans un existant quelque part. Tout à fait. C'est pas la rupture comme, qui pourrait faire peur d'ailleurs. Qui pourrait faire peur. Justement, pour démystifier, il y a un autre sujet qui est arrivé dans les journaux, c'est l'attaque des caméras, les cyberattaques par les IoT. Oui. Donc on n'en a pas parlé, autant le démystifier maintenant. C'est les choses sur lesquelles Deloitte intervient pour sécuriser les systèmes. En fin de compte, c'est assez facile. C'est bien s'assurer qu'à l'intérieur de l'IoT, on ne puisse pas mettre des virus tels qu'on peut le faire sur des ordinateurs. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que les premiers constructeurs d'IoT se souciaient assez peu de la partie cybersécurité. Aujourd'hui, quand toutes les caméras attaquent et arrivent à faire effondrer l'Internet, et en particulier Netflix aux États-Unis, il faut s'y intéresser. Mais c'est pas, il faut le démystifier. C'est pas demain, on ne se fera pas envahir par les IoT, on ne va pas se faire détruire par les IoT. Tout à fait. C'est de toute façon aujourd'hui la cybersécurité avec ces exemples que vous dites, qui sont les premiers en fait. C'est les premiers exemples massifs de détournement, de hack. Donc on se dit, on va l'intégrer maintenant de plus en plus. Ça va être dans l'IoT, il y aura cette dimension. Et cette expertise, elle existe. Cybersécurité. Deloitte fait partie de ces grands experts. Excellent. Peut-être. Bon, comme c'est bien, on prend le retard. Est-ce que je me tourne vers Alix? Juste une question, Alix. Est-ce qu'il y a quelque chose à 13h30? Oui. Bon. Bah alors il va falloir, conclure. Question ou un petit tour de table? Oui, vous aviez envie. Oui, il y a une question. Monsieur, allez-y. C'est vrai que comme la thématique est passionnante et que vous êtes vraiment tous des passionnés, des experts. Une petite question donc, sur l'intérêt des objets connectés, c'est sur les changements de relations entre les sous-traitants et les donneurs d'ordre, qui est un peu le titre de la table ronde. On a parlé de l'utilisation pour chacun des acteurs, des PME et des donneurs d'ordre, mais quelle est votre vision? Est-ce que vous avez des exemples d'évolution et de transformation des relations entre les différents acteurs de la chaîne de valeur? Merci. Alors, moi j'ai parlé tout à l'heure de blockchain. On voit effectivement potentiellement, parce qu'on n'en est qu'au début, pour être tout à fait honnête, mais véritablement une révolution en utilisant la blockchain dans la relation entre les clients, enfin les fournisseurs et les donneurs d'ordre. Pourquoi? Parce que grâce à la blockchain, on va pouvoir gérer tout un processus et on va le dématérialiser, et donc ça va accélérer à la fois la collaboration et les échanges. Donc c'est dans le domaine de la logistique par exemple, mais c'est aussi dans le domaine de la qualité. Est-ce que je peux faire des enregistrements qualité de ce que je produis et le mettre à disposition de mon donneur d'ordre et qu'ils ne viennent pas derrière m'expliquer que c'est pas moi, etc. ou au contraire que c'est moi. Dans le domaine de l'automobile, les recalls qui sont extrêmement importants sont souvent des grosses bagarres pour savoir qui c'est qui est responsable des problèmes de qualité, etc. Donc là, il y a véritablement entre donneurs d'ordre et sous-traitants la blockchain. Alors la blockchain est alimentée par les IoT, ou par les objets, on va dire, que ce soit des objets ou des systèmes. Quand je passe la douane, par exemple, donc j'ai un passage sous douane, j'ai un bordereau, et ça, je le mets dans la blockchain, et ça fait effectivement communication avec l'ensemble des systèmes de mes clients.
Donc on va potentiellement se passer, je dis bien potentiellement parce qu'on n'est qu'au début, de pas mal d'intermédiaires et de beaucoup d'interfaces, hein, pour ceux qui ont fait des interfaces, extrêmement compliquées, qui coûtent très cher entre des systèmes, etc., qui sont censés être extrêmement structurés, avec des web services qui vont échanger dans un domaine, dans un monde un peu plus facile à appréhender. Voilà, donc une vraie révolution grâce à l'IoT et la blockchain. Et oui, il y a deux modifications aussi qui me viennent à l'esprit en termes de relations sous-traitants et donneurs d'ordre. La première, c'est dans la phase d'innovation. On se rend compte que même les grands groupes, et surtout les grands groupes, sont parfois pas forcément les mieux placés pour mettre en place l'innovation qui peut venir de structures beaucoup plus petites avec une souplesse, une capacité décisionnelle beaucoup plus grande. Et en revanche, sont très friands de ce type d'innovation. Et on voit pas mal de relations se fidéliser ou se renforcer. Parce que là, d'un coup, le sous-traitant n'échange plus avec le responsable des achats, mais échange avec le responsable de l'innovation du grand groupe, qui lui-même est un peu en porte-à-faux pour trouver des innovations en interne. Donc, c'est deux interlocuteurs qui sont au même niveau de problématique en interne et qui veulent eux-mêmes faire avancer un certain nombre de choses. La relation n'est plus du tout la même, et vous vous retrouvez avec la capacité, moi je l'ai vu avec Airbus Hélicoptère et la RFID, où en interne, lors d'un projet, on disait, bah, tiens, ceux-là, on a déjà mis en place pour le suivi de certaines pièces. Ils ont dit, ah bon, on a un sous-traitant qui fait ça, c'est qui? Je veux savoir qui c'est. Et d'un coup, il devenait presque montré de 3 crans dans la hiérarchie des sous-traitants. Donc ça peut permettre d'une part d'améliorer cette relation-là et donc de fidéliser. Et le deuxième effet derrière, c'est que plus les sous-traitants, et c'est ce que vous avez pu entendre dans mes propos depuis le début, je crois beaucoup à l'innovation à travers les PME tout autant que les grands groupes, mais plus ces sous-traitants iront loin dans la capacité à faire évoluer leurs produits, leurs données, plus ils prendront de l'avance sur le donneur d'ordre qui lui-même maîtrisait un certain nombre d'informations. Si je prends un exemple dans un autre monde qui n'est pas un monde industriel de la grande distribution, dans laquelle la relation fournisseur est historique, vous savez que d'avoir une PLV à tel endroit pour pouvoir savoir en caisse qui vous a vendu votre bouteille de Ricard, ça vous coûte une fortune. Si demain vous imaginez une PLV qui est capable non pas de savoir combien de bouteilles de Ricard ont été vendues, qui est l'information que la grande surface va avoir, mais combien de fois cette bouteille a été prise, combien de fois elle a été peut-être vendue, vous allez avoir une information supplémentaire. Et plus vous allez aller loin dans ce type de solution, plus vous allez renforcer la relation avec le donneur d'ordre et maîtriser un certain nombre d'informations que peut-être il n'aurait pas demain. Bien, on va devoir rendre le plateau. Merci beaucoup, messieurs, pour votre passionnante analyse. Merci, monsieur et votre témoignage. Merci. Et merci à vous toutes d'avoir, à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Très, très bon salon.